Ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Vous êtes candidate pour la seconde fois à l'élection présidentielle. Quels sont vos objectifs dans cette campagne? Eh bien que le maximum de travailleuses, de travailleurs, d'ouvriers, d'employés, de chômeurs, de retraités fassent entendre leur voix, leurs exigences, un emploi pour tous, un salaire correct, 1800 € net par mois, ça me semble être le minimum. Voilà, et la possibilité aussi de pouvoir aller voir dans l'argent et dans les comptabilités des entreprises, parce que ça ouvrirait bien des perspectives pour le monde du travail. Pourquoi ça triche? Parce que ça triche, ça ment, il y a une opacité incroyable. Effectivement, vous savez, le secret des affaires, c'est une arme, je crois, aux mains, effectivement, du grand patronat pour exercer un chantage permanent sur les travailleurs. Et je crois que oui, si on savait véritablement les circuits de l'argent, ce qui est mis en provision, ce qui est versé en dividendes, eh bien, on se rendrait compte qu'il y a de quoi. Il y a de quoi pour augmenter les salaires et même pour embaucher dans la plupart de ces grands groupes capitalistes. Oui, c'est ça, c'est vrai, des grandes entreprises et pas forcément des moins grandes entreprises. Des grandes entreprises, je parle évidemment des grandes entreprises parce que... S'il n'y avait pas les grandes entreprises, ça irait mieux? Mais vous savez, ce sont elles qui font l'économie, qui orientent toute l'économie. Elles pèsent de tout leur poids, y compris sur les petites entreprises, sur le petit patronat, et elles pèsent sur l'ensemble du monde du travail. Oui, et on subit. On subit leurs choix, qui sont des choix pour une minorité, et que je conteste, bien sûr. En fait, vous n'êtes pas contre le capitalisme, vous êtes contre les multinationales. Mais le capitalisme est porté par ces grandes multinationales, vous savez, et c'est la loi du profit qui s'impose, c'est la rentabilité, c'est l'exploitation à tout va. Voilà, donc le capitalisme, bien sûr qu'il faut, contester cette organisation de cette société, parce que justement, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. C'est exactement ce que je conteste. Gilles Manchon. Dans l'actualité ce matin, l'incendie du camp de Grande-Synthe qui nous amène à vous poser des questions sur votre politique en matière d'immigration. Alors, personne, en tout cas à gauche, ne remet en cause le droit d'asile. Pensez-vous que la France puisse accueillir de l'immigration, y compris économique ? Moi, je pense que la politique, y compris menée par Hollande pendant 5 ans, a été criminelle et honteuse. Criminelle? Oui, criminelle. Le mot est un peu fort, peut-être. Le mot est très fort. Oui. En quoi elle a été criminelle? Eh bien, parce que chaque semaine, on compte plusieurs centaines de morts en Méditerranée. Oui, ça, Ce sont des femmes et des hommes. C'est pas la faute de François Hollande, ça. C'est parce qu'on empêche des frontières, parce qu'on empêche effectivement les hommes et les femmes qui n'ont plus d'endroit pour vivre sur cette planète. De trouver un petit espace de sécurité. C'est ça la réalité. Vous savez, s'il y avait... on connaît la catastrophe et l'enfer que vivent aujourd'hui des centaines de milliers de femmes et d'hommes en Syrie, mais aussi au Soudan, mais aussi en Érythrée. Et moi, je fais pas de différence quand on meurt sous les bombes ou quand on meurt à petit feu de faim ou de misère. Je ne fais pas de différence. Syrie, Soudan, Érythrée, ils ont droit à l'asile. La France doit accueillir toute la misère du monde. Et je pense effectivement que ces hommes et ces femmes sont des survivants quand ils ont réussi à mettre le pied sur le continent européen, et que la moindre des choses, c'est d'arrêter de les traquer, de les enfermer dans des camps infâmes. Et quand j'entends dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, je dois dire que ça me met très en colère. Parce que dans les quartiers bourgeois, l'argent coule à flot. Parce que les caprices de riches, ils se comptent par dizaines de millions. La spéculation, c'est des centaines de milliards. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. La misère, en fait, elle est créée, elle est fabriquée, la misère. Elle est fabriquée ici, par le chômage de masse, par les licenciements, par les fermetures d'usines, par les bas salaires. Et elle est fabriquée au Moyen-Orient par des bombes, par des manœuvres incroyables. Donc, cette misère, elle est fabriquée. Moi, je conteste que la société n'ait que cette possibilité-là, que de condamner des femmes et des hommes, effectivement, à risquer leur vie en traversant la Méditerranée. Mais vous écrivez dans votre programme spécifiquement, accueillons les migrants à bras ouverts, ils ont leur place dans notre combat contre la minorité capitaliste. C'est que vous faites aussi un objectif politique de cet accueil. Mais parce que je sais que ces femmes et ces hommes qui ne cherchent qu'à gagner leur pain, qu'à pouvoir faire vivre leur famille, vont être des travailleurs, vont être des ouvriers, vont se retrouver dans les boulots même les plus durs, et qu'ils auront aussi à se battre aux côtés de tout l'ensemble de la classe ouvrière, en fait, pour leurs droits, pour de meilleures conditions de travail et de salaire. C'est ça la réalité. Ils étaient peut-être ingénieurs, peut-être médecins en Syrie, mais la plupart vont être effectivement ouvriers ici, chauffeurs de taxi, vont essayer de gagner quelques sous pour faire vivre leur famille, et donc ils vont faire partie de la classe ouvrière. La classe ouvrière française s'est constituée d'ailleurs comme ça, par des vagues effectivement de femmes et qui ont dû quitter effectivement leur pays où ils ne pouvaient pas vivre dignement pour trouver un emploi, pour trouver un avenir pour leurs enfants.
Dans l'actualité aussi, la Guyane nous intéresse. La crise se poursuit en Guyane. Le gouvernement fait des propositions que les représentants des grévistes ou des gens qui mènent des actions là-bas refusent. Quelle serait la solution pour la Guyane, Nathalie? D'abord, il faut constater que c'est l'écrasante majorité des Guyanais qui est dans le mouvement, qui se retrouve dans cette contestation générale. Parce que là, le ras-le-bol qui s'est exprimé a été unanime. Hein. Y compris vos adversaires dans la société, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. Y compris des petits patrons. D'ailleurs, je crois ou des grands. Que le mouvement... Parce que vous distinguez toujours entre petits et grands patrons, ça me trouble parce que soit vous refusez les patrons, soit vous acceptez les patrons, mais trancher à moitié le saucisson comme ça me trouble beaucoup. Mais oui, vous avez bien les schémas et les caricatures, monsieur Apathy. Je dois avouer que votre intelligence m'est inaccessible. Eh bien, excusez-moi, mais dans cette société, il y a beaucoup de petits patrons qui subissent effectivement la loi des plus forts, la loi des banques, qui sont étranglés effectivement par le grand capital et qui en fait vivent comme beaucoup de travailleurs et qui, à leur façon, sont exploités en fait. Donc, je fais bien sûr une grande différence entre eux. Et pour revenir en Guyane, eh bien oui, moi je crois qu'ils ont 1000 fois raison. Je me sens tout à fait de leur côté parce que c'est avec leur mobilisation qu'ils peuvent tordre le bras à l'État. Ce qu'on constate, c'est que l'État a abandonné ce territoire-là. On constate que à la fois, il y a cette base à Kourou qui est un condensé de technologie, de richesse, d'investissement, ce qui se fait de mieux dans la société. Et puis à quelques kilomètres de là, il peut y avoir des milliers de femmes, d'enfants qui n'ont même pas accès à l'eau potable, à l'électricité et qui n'ont pas accès à une scolarisation. Donc effectivement, c'est accablant et j'espère qu'ils vont réussir à faire céder l'État. Toute petite question rapide, est-ce que la Guyane a vocation à rester toujours française selon vous ? Ah mais ça c'est à la population de toute façon de le décider parce que moi je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc s'il y a des revendications dans ce sens-là, la moindre des choses c'est que effectivement on les laisse libres de décider de leur sort. Il y a quand même quelque chose aussi d'aberrant que finalement leur vie quotidienne soit décidée à 7000, 8000 kilomètres de chez eux. Ça c'est sûr, mais c'est à eux de voir et de décider. Et cette conversation reprend dans une minute tout pile. Il est 8h40. Léo Chapuis pour l'essentiel. La plus grande prison d'Europe est restée bloquée toute la soirée. Les surveillants de Fleury-Mérogis font entendre leur colère. Action hier soir donc pour dénoncer l'agression de 6 de leurs collègues. Les gardiens réclament des renforts. Ils ont rendez-vous aujourd'hui avec la direction de la prison. Le camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque, a été ravagé hier soir par un gigantesque incendie. Presque la totalité des 300 chalets en bois qui accueillaient les réfugiés ont été détruits. Le feu a sans doute été allumé volontairement après une bagarre entre migrants. Et puis dans l'actualité, il y a aussi Air France qui est en mesure ce mardi d'assurer la liaison entre Paris et la Guyane, malgré le mouvement social qui se poursuit, mouvement qui fait de plus en plus de mécontents. Une première manif anti-blocage doit avoir lieu aujourd'hui en Guyane. France Info. Nathalie Arthaud qui est avec nous sur France Info pour l'émission politique ce matin. Jean-Michel Apathy, question. Vous consacrez de longs passages dans votre programme, Nathalie Arthaud, aux guerres qui sont en cours dans le monde et donc à la question du terrorisme. Comment analysez-vous la situation en Syrie après le bombardement des populations à l'arme chimique ? Je condamne évidemment, c'est du terrorisme d'État le plus abject qui soit. Et en même temps, après ce bombardement des États-Unis sur cette base aérienne, c'est une façon de dire de la part de Trump, c'est moi le chef. Voilà, et je trouve ça aussi scandaleux parce que c'est aussi du terrorisme d'État. C'est 40 millions comme ça qui sont partis en missiles. Vous mettez les deux sur le même plan ? Pardon ? Vous mettez les deux sur le même plan ? Mais écoutez, c'est eux-mêmes qui se mettent sur le même plan parce que quand même, j'ai bien suivi la campagne de Trump et j'ai cru comprendre que Trump était prêt à négocier et à faire avec Bachar el-Assad. Donc là, aujourd'hui, il a voulu signifier à Bachar el-Assad, à ses alliés, à la Russie, avec qui il est évidemment en rivalité, que c'est lui le gendarme du monde et que voilà, il comptait bien s'imposer. Donc la réalité, c'est que ce sont eux. Et moi, quand j'entends qu'il a affaibli le régime, etc., écoutez, tout ça, on sait très bien que pendant jusqu'à cette démonstration de force, il était prêt à s'entendre et à faire avec Bachar el-Assad. Toutes les ignominies, les horreurs de cette dictature que les populations ont subies, ça ne le gênait pas tellement. Et la réalité, c'est qu'effectivement, ils vont tous se mettre autour de la table pour préserver les intérêts de qui ? Toujours pareil, des groupes pétroliers, des grands groupes industriels et financiers de la région. Et la population, la dévastation de cette région-là, ils s'en moquent pertinemment. Et d'ailleurs, on le voit
Enfin, moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est quand M. Trump a expliqué qu'il faisait ça par compassion, alors même qu'il a été le premier à dire qu'il n'accueillerait aucun Syrien sur son territoire. Donc on se moque littéralement des femmes et des hommes, des populations, de ceux qui sont sous les bombes et qui cherchent un petit coin pour se mettre en sécurité. Vous parlez de terrorisme d'État à propos des bombardements à l'arme chimique, ça veut dire que... Et à propos des bombardements de Trump, de la Russie également. Je vous parle des bombardements à l'arme chimique, vous n'avez pas de doute, ou dans votre esprit il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit l'armée de Bachar el-Assad qui ait fait ça. Écoutez, moi j'entends tous les experts et tous les qui informent dans ce sens-là. Et vous les croyez? Eh bien, écoutez, je suis bien obligée, je suis pas sur place, mais je crois qu'il est tout à fait capable de cela. En effet, que tous ces dirigeants se moquent pertinemment de leur propre peuple, que rien ne les arrêtera. Le départ de Bachar el-Assad serait une bonne chose? Je ne vais pas être surprise de ça. Le départ de Bachar el-Assad serait une bonne chose? Écoutez, personne ne l'envisage en réalité. Personne ne l'envisage. Mais du coup, pardon, comment on sort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on aurait dû frapper, nous, en 2013? Non, alors là, comment moi, on sort? Ce que je sais, ce dont je suis convaincue, c'est que les grandes puissances, et la France entre autres, ne va pas dans cette région-là avec le souci des populations, avec le souci d'apporter de l'aide aux femmes et aux hommes, aux enfants. Vraiment? Ça, c'est sûr. Vraiment? Oui, vraiment. Ah bon? Et même pas, ni pour les populations, ni pour la paix. Il n'y a pas une approche humanitaire de ce dossier, par exemple, en France? Non, écoutez, ça vous fait rire, d'accord. Oui, parce que la meilleure preuve d'approche humanitaire, ce serait justement d'avoir accueilli les réfugiés qui le demandaient et de ne pas les avoir contraints à risquer la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie. Voilà la meilleure preuve de l'humanité en réalité. C'est ce qu'a fait Angela Merkel. Vous saluez son geste? Oui, je pense qu'elle avait aussi... Parce qu'elle est aussi dans le monde des capitalistes, Angela Merkel. Ah oui, mais... Selon le schéma que je crois comprendre. D'un point de vue humain, oui, bien sûr, je peux dire qu'elle a été un petit peu plus... en tout cas, elle a mieux répondu à la situation, même si je sais que l'Allemagne, elle a besoin de bras et qu'il y avait derrière un certain nombre de... ça a arrangé un petit peu tout le monde. Mais au moins, elle a permis, à des dizaines de milliers de femmes et d'hommes de trouver une issue. Il y a toujours dans la construction que vous faites des arrière-pensées. Vous voyez des arrière-pensées, c'est-à-dire que là, c'est le complexe militaro-industriel, puisque c'est ça en fait que vous expliquez dans votre programme. Écoutez, il y a jamais on a l'impression que la dimension humaine qu'évoquait Jean-Michel vous semble absente de tous les gouvernants partout. Non, mais vous croyez que je fais des procès d'intention? Non. Je vous pose une question. Moi, j'observe. Je tire les leçons de ce qui se passe depuis des décennies. Vous savez, même quand l'État français est allé coloniser une partie de l'Afrique, c'était au nom de la civilisation et du développement. Et on en est où aujourd'hui? Moi, je crois que le malheur, des peuples des peuples du Proche-Orient, c'est d'être dans une région qui est riche de pétrole. Le malheur, et ce qui fait que depuis des décennies, il y a des régions entières en Afrique qui sont en guerre, c'est parce qu'il y a des richesses minières exceptionnelles. C'est le malheur de ces populations. Le désordre en Syrie n'est lié aux intérêts pétroliers, il est lié à la révolte de la population contre le pouvoir de Bachar el-Assad. Eh bien, les pays occidentaux se satisfaisaient tout à fait des dictateurs en Tunisie, des dictateurs en Égypte et des dictateurs en Syrie. On les recevait officiellement tout à fait tranquillement. Ah mais ça c'est sûr. Tant qu'ils ont fait la politique qui allait bien effectivement aux grandes puissances. Comme et au Mali, on n'est pas allé au Mali pour le exactement comme Saddam Hussein, exactement comme M. Kadhafi. Pendant tout un temps, il faisait bien l'affaire et il faisait bien la politique qui allait aux grandes puissances impérialistes, jusqu'à ce que ils prennent un petit peu des libertés, jusqu'à ce que ça les dérange un petit peu. Et là, il y a eu retournement de la situation. Mais à chaque fois. En Tunisie, je vous parle pas de la Tunisie, je vous ai parlé de l'Irak, je vous ai parlé de la Libye. Et à chaque fois, ce ne sont pas effectivement des interventions humanitaires. Encore une fois, vous savez, des interventions humanitaires, c'est assez simple. Il y a un tas de choses qu'il faudrait faire aujourd'hui. Il y a 20 millions de femmes et d'hommes qui sont entre la vie et la mort en Afrique de l'Est. Il y a un pays, une puissance impérialiste qui lève le petit doigt. Ce sont des associations, ce sont des ONG qui doivent se battre sur le terrain pour permettre à ces hommes et ces femmes de survivre. Retour en France, Gilles Bernstein. Oui, on va parler de Philippe Poutou, qui vous a un peu volé la vedette lors du dernier débat. Mais moi, je ne veux pas être une vedette. Si j'avais voulu être une vedette, j'aurais fait du cinéma ou j'aurais fait journaliste.
Voilà. Tous les journalistes ne sont pas des vedettes, vous savez. On n'a pas dit que vous vouliez être une vedette. On a dit... j'ai non, répondu. vous avez volé la vedette. Ce qui est une expression commune. Donc il ne m'a rien volé. Pour dire qu'on l'a plus remarqué lui que vous. Il ne m'a rien volé. On va l'écouter quand même. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'arrête pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Alors, question que beaucoup de gens se posent, qu'est-ce qui vous sépare de lui? Pourquoi voter pour vous plutôt que pour lui? D'abord, j'applaudis, je souscris complètement et je trouve que l'image est parfaite, voilà. Donc cette immunité... Donc bravo Philippe Poutou. Ben oui, bien sûr. Et je crois que dans ce débat, on a été très complémentaires. Voilà, et simplement, on s'adresse et on plaît à des franges un peu différentes. On représente deux sensibilités. Ah bon? Ben oui. Alors, je peux vous dire que ceux qui se posent la question de voter pour l'extrême gauche, eh bien, ils font leur choix parce que voilà, on s'exprime pas tout à fait de la même façon, on développe pas tout à fait le même type d'argumentation et on n'axe pas tout à fait nos campagnes sur la même chose. C'est subtil quand même. Ouais, Ah mais pour ceux qui regardent ça de loin, c'est subtil. Alors, mais vous savez, je vous rassure, Monsieur Apathy, moi les différences entre Asselineau, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, pour moi c'est aussi un mystère. Donc vous inquiétez pas. Un point de divergence du coup entre vous et Philippe Poutou, par exemple, qu'on comprenne. Non, mais par exemple, moi, c'est clairement, je veux axer ma campagne sur la condition ouvrière et sur le combat des travailleurs, des chômeurs, des exploités. Et chaque minute de mes interviews, je veux effectivement, mais pas seul. Non, donc c'est une question de temps de parole de chacun. En fait, c'est pas une diverse. question de fond, c'est une question de temps de parole de chacun. Mais d'autant plus que nous avons comme ça deux campagnes, deux fois plus de possibilités de développer des argumentations et de toucher, eh bien, il n'y avait aucune raison de s'en priver, ni les uns ni les autres. C'est un luxe que l'extrême gauche ait deux candidats. Même si ça fait mal à certains journalistes. Mais non. Profitez de votre temps de parole, Nathalie Arthaud. Vous trompez. Profitez de votre temps de parole. On se retrouve dans une minute. Il est 8h50. Léo Chapuis pour l'essentiel. Un gigantesque incendie a ravagé hier soir le camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Les flammes ont dévoré les chalets en bois qui accueillent les réfugiés. 70% du camp a été détruit et parti en fumée. Le feu aurait été déclenché volontairement après une bagarre entre les migrants. Environ 200 surveillants ont dressé des barricades hier soir tout autour de la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne. Opération de blocage pour dénoncer l'agression de 6 de leurs collègues et réclamer des effectifs supplémentaires. Dans l'actualité aussi, l'alerte est désormais levée en Nouvelle-Calédonie. Le cyclone s'éloigne. Il a fait 4 blessés légers et pas mal de dégâts. Toitures arrachées, canalisation d'eau potable endommagée, coupure d'électricité, des routes sont coupées dans l'archipel. Et puis en football, Monaco dispute ce soir son quart de finale de la Ligue des Champions, match aller face aux Allemands du Borussia Dortmund. France Info. 10 minutes encore dans l'émission politique de France Info avec Nathalie Arthaud ce matin. Et la question, c'est vous, Gilles Bernstein. Oui, Jean-Luc Mélenchon connaît une véritable dynamique en cette fin de campagne. Alors on va l'écouter en meeting, enfin en plein air sur le Vieux-Port. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un meeting, un rassemblement. En tout cas, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'était dimanche et c'était à Marseille. Il faut que s'achève la guerre contre les pauvres qui se noue dans ce pays. Il faut que soit mis un terme à cette caste dorée de parasites incapables. Ça s'entend, ça se sent. La victoire est à la portée de nos efforts. Alors vous souriez en le regardant, je ne sais pas très bien si c'est un sourire ironique ou d'approbation. C'est comme les autres, un candidat qui défend le système et le capitalisme, ou il est un peu différent des autres, Jean-Luc Mélenchon? Évidemment, quand il dit qu'il faut mettre un terme à cette classe, alors il dit pas, il dit la caste, on ne sait pas tellement. Il dit l'oligarchie. Pour moi, ou l'oligarchie, mais pour moi, c'est une classe capitaliste qui effectivement dirige les grands groupes industriels et financiers et qui, pour donner quelques millions de plus aux grands actionnaires, sont prêts à fermer des usines, à aggraver les cadences, à bloquer les salaires, à faire reculer la condition ouvrière. Pour moi, c'est cela. Mélenchon. Mais là où je souris, c'est que Jean-Luc Mélenchon dit « votez pour moi et je vais mettre
un terme à cette guerre. Et ça, je n'y crois pas une seconde. Voilà, je n'y crois Pourquoi pas une seconde. C'est un vote inutile, le vote de Jean-Luc Mélenchon? Parce que je pense que, effectivement, moi je crois qu'il y a une guerre sociale dans le pays, oui, qu'il y a une minorité qui, pour s'enrichir, fait reculer, attaque la condition ouvrière, mais c'est une question de rapport de force. On ne changera rien s'il n'y a pas, effectivement, la volonté par en bas, l'organisation, la mobilisation comme en Guyane, un rapport de force puissant qui permette aux travailleurs de se faire respecter. Et que parce que tout simplement, ça c'est aussi toute l'histoire du mouvement ouvrier. Les présidents de la République se sont succédés, les majorités gouvernementales ont changé. Il y en a eu de gauche, y compris certaines auxquelles participait Jean-Luc Mélenchon. Son modèle, c'est Mitterrand. Bon, et jamais les présidents de la République n'ont protégé les travailleurs et n'ont permis aux ouvriers et aux chômeurs de mener ce combat-là. Ils ne l'ont jamais mené à leur place. Mais Madame Arthaud, le rapport de force, jusqu'où? Le stade ultime, c'est quoi? C'est la grève générale ou c'est la révolution? Alors d'abord, là, moi, dans cette élection, je dis aux travailleurs, voilà, nos objectifs. Ce qui est fou, c'est qu'on est au XXIe siècle et on a encore à se battre pour un emploi pour tous, pour un SMIC à 1 800 € net par mois, c'est-à-dire un SMIC qui permette de ne pas avoir peur du lendemain, on en a encore à se battre pour ça. Donc un rapport de force pour imposer cela, pour imposer déjà la répartition du travail entre tous, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette marginalisation, qu'il n'y ait pas cette exclusion de millions, et par le rapport de force, par la levée en masse. Quel rapport de force? Comment? Mais ça va jusqu'où comme il faut une explosion sociale. Il faut effectivement donc grève générale. Oui, bien sûr, une grève générale. C'est comme cela que les travailleurs ont fait avancer leur sort. Ça a été mai-juin 36, ça a été 68, ça a été des moments où il y a eu une irruption, effectivement, de la population, de l'écrasante majorité de la population. Donc moi, dans cette élection, à la fois je dis, il faut absolument que les travailleurs affirment fièrement leurs revendications et qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont à mettre en avant, et puis qu'ils affirment aussi leur conscience d'avoir à se battre, que rien ne viendra d'en haut, rien ne nous tombera comme ça tout cru. Il va falloir se battre encore une fois et toujours. Et surtout, voilà, ne vous laissez pas abuser par les promesses électorales. Jean-Luc Mélenchon, c'est un abus d'électeur? Vous espérez qu'il sera au second tour, ça vous est indifférent? Ah non, ça m'est pas indifférent. Parce que je pense que plus il y a d'électeurs qui ont envie de voter pour affirmer ça, qu'une société plus égalitaire, une société où il n'y ait pas ce parasitisme d'une minorité, puis qui bloque la société, parce que c'est pas seulement qu'il y a des riches et des pauvres, c'est qu'en plus ils ont le pouvoir d'orienter toute l'économie. Leur choix s'impose à des centaines de milliers de femmes et d'hommes, d'ouvriers quand on est dans leur groupe, mais aussi s'impose à la société. Donc il y a beaucoup de voix pour dire ça suffit. Je pense que c'est le vote utile à l'extrême gauche. Ça va dans le bon sens. Mais donc Mélenchon-Le Pen, vous appelez à voter Mélenchon? Alors, attendez. Donc moi je pense que qu'il y ait des voix qui se portent, ça va dans le bon sens. Mais je dis que voilà, le problème c'est que on restera confronté, si on pense que c'est qu'il y a un sauveur suprême. Si on croit cela, on se voue à l'impuissance. C'est ça la réalité. Pas un sauveur suprême, mais il n'y aura pas de sauveur suprême pour les travailleurs. Il n'y en a jamais eu. Voilà. Donc on est d'accord. Moi je lève le drapeau des luttes collectives. Et je dis que le vote utile... Nous avons un point d'accord, voyez. Nous ne croyons pas... Je suis étonné. Ni nous, en tout cas, pas moi, au sauveur suprême. Nous avons eu l'expérience d'une extrême droite qualifiée au second tour de l'élection présidentielle française. C'était en 2002. Jean-Marie Le Pen était au second tour. Et voilà comment réagissait à l'époque Arlette Laguillet, candidate à l'époque, donc 2002, de Lutte ouvrière. On écoute Arlette Laguillet. Je n'appelle pas d'abord à voter Le Pen surtout, et je demande aux travailleurs qui l'ont fait au premier tour de ne pas le faire au deuxième. Ensuite, je n'appelle pas à voter Chirac, et je demande à mes camarades, à ceux qui me font confiance, de voter blanc ou nul dans cette élection. C'est une position qui serait encore la vôtre dans l'hypothèse d'un second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? On ne peut pas comparer les situations, mais en tout cas, moi je suis très fière de cette position Très fière. Très fière. La question c'est... Oui, très fière, parce que la réalité c'est qu'en 2002... 2002. En 2002, les voix de la droite du premier tour assuraient la victoire de Chirac au deuxième tour. Et donc, il y a eu une tromperie. Et c'est toujours pareil. C'est ça, cette comédie électorale. Il y a une pression électoraliste pour brouiller les consciences, 2017, pour brouiller, etc. Venons en 2017 et revenons à la question qui était posée. Vous savez, il y a une semaine, on me demandait
on me demandait qu'est-ce que vous allez faire s'il y a Le Pen, Macron. Avant, on me demandait qu'est-ce que vous allez faire s'il y a Le Pen, Fillon. Ça progresse. Alors vous savez, dans 4 jours, on va me demander peut-être ce que je vais faire s'il y a... Bon, alors moi, toutes ces hypothèses-là, je dis aux travailleurs, profitez de votre premier tour pour affirmer vos intérêts, vos programmes, vos perspectives, celles des luttes collectives et voilà, de vos intérêts de classe. Vous donnerez une consigne ou pas? Mais vous verrez. Je ne sais pas ce que sera la situation. Vous ne le savez pas vous-même. Vous verrez. Et moi-même, je ne le sais pas parce que la situation, elle évolue. Mais même nous ne le savons pas. Personne ne le sait. Je crois que personne ne le sait. Personne ne le sait. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est où est l'intérêt des travailleurs et il faut qu'ils s'expriment le plus collectivement possible, faire entendre leur camp, pas voter pour des adversaires, des gens qui vont encore faire reculer les retraites, etc. Votez pour votre camp quand vous êtes ouvrier, chômeur, vous appartenez au monde du travail. Et je note ce point de consensus. Il n'y aura pas de sauveur suprême. Comme le dit l'international. Merci Nathalie Arthaud d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci à